Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire, bien entendu, des développements sur toute l'histoire de la régulation et tout ce qui concerne le FUD autour de Binance principalement. Et puis, on va changer un petit peu le format. On va plutôt aller voir, puisqu'il n'y a pas eu énormément d'évolution, on va regarder ce qu'il y a eu comme évolution, bien entendu, mais il n'y en a pas eu énormément depuis hier. Donc, du coup, on va plutôt ici aller voir tout ce qui concerne une analyse un peu plus long terme. On est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures, comme d'habitude. Enfin, en général, on prend le daily, mais là, je trouve que le 4 heures est un peu plus pertinent pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et j'en profite pour vous dire, bien sûr, de mettre un like, c'est très important. Faites-le si vous appréciez le contenu. Et puis, de éventuellement vous abonner, activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait. En l'occurrence, ici, on avait cette trend en 4 heures, trend d'accumulation. Vous voyez que j'ai noté cette trend en prenant une bougie d'accumulation, donc une bougie blanche, peut-être qu'elle est verte chez vous, et cette trend est perdue. Donc on avait une trend qui était relativement agressive, et vous voyez qu'on a clôturé des 4 heures en dehors de cette trend, donc cette trend là, elle est perdue, d'accord. À l'inverse, en face, donc celle-ci on peut l'effacer bien évidemment. À l'inverse, en face, on avait une trend qui était une trend de distribution, donc bougie bleue à bougie bleue. Vous voyez que cette trend également est perdue. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Sous-entendu, on a une accumulation eh bien, qui est en train de se calmer, mais on a également une distribution derrière cette ici cette structure qui était une structure de correction de justement cette trend-là, qui est peut-être potentiellement en train de s'arrêter. On voit ici relativement bien la structure du coup qui en découle. Si je devais mettre une nouvelle 4 heures, elle correspondrait d'une certaine manière à peu près à ce qu'on a eu. D'ailleurs, on va même pas forcément la mettre à partir d'ici. On va peut-être même plutôt la prendre comme ceci, bougie d'accumulation. Donc, en fait, là, vous comprendrez que on essaye d'analyser. On a eu une montée, on a eu une correction. Est-ce que là, on est en train de repartir dans une poussée qui potentiellement pourrait venir prendre ce point-là, hein, sachant que la grosse résistance à passer, c'est bien entendu les 27,2. Là, c'est ce que vous voyez ici. Donc, en 4 heures, voilà, pour moi, ce qu'on peut dire, ici vous voyez qu'on avait mis en avant une 15 minutes, désormais la trend, on va dire, a tenu dans le temps, donc on peut estimer que c'est désormais une trend en 4 heures. Donc on peut effacer la 15 minutes qui est ici, et on peut désormais la passer comme étant une 4 heures. Donc ce qu'on veut pas perdre maintenant à ce stade, c'est cette trend d'accumulation là, d'accord. Ensuite, la trend de distribution qu'on a en face, toujours pareil, pour avoir des critères qui sont vraiment fiables, et bien c'est celle-ci, et vous voyez qu'on est potentiellement en train de la perdre. Maintenant, la 4 heures actuelle n'est pas terminée, là, ici cette bougie-là, elle n'est pas terminée. Pour le moment, on a un petit bout qui reste à l'intérieur de cette trend, donc on va quand même la garder sous les yeux. Donc voilà pour moi maintenant la nouvelle, on va dire, contraction du prix. C'est ce qu'on cherche, hein. On cherche à avoir des contractions de prix et pour nous donner bien entendu des critères de décision, et donc là on est sur une 4 heures contre une 4 heures, c'est relativement propre. On tient, vous le voyez ici, une jolie, on pourrait même la tirer éventuellement jusque là, puisque on accepte, je le rappelle, les mèches, hein. On pourrait même la tirer jusqu'au tout début du mouvement. On accepte les mèches, donc voilà, on considère qu'une trend est perdue, je le rappelle, quand on a eu le corps entier d'une bougie qui va être de l'autre côté de la trend. En l'occurrence, là, bon, potentiellement, il faudrait zoomer un petit peu, mais on pourrait éventuellement, à la fin de cette 4 heures, si jamais on clôture en dessous, clôturer cette trend de distribution, celle qui est devant nous. Bien entendu, on cherche ici quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que on va chercher, bien évidemment, voilà, à joindre un maximum de points ensemble pour avoir vraiment, voilà, quelque chose qui semble porter le mouvement. Donc voilà où on en est. On avait également ici un petit triangle ascendant. Pour le moment, la target n'est pas atteinte, vous le voyez, 26 900. En tout cas, à minima, ça pourrait vouloir dire, à minima, encore une fois, qu'on est peut-être tout simplement en train de venir revisiter cette trend-là, qui est une trend qui a fonctionné puisqu'on a 3 touches, donc à minima, est-ce qu'on vient pas juste faire un tour là et puis ensuite on se retourne pour continuer à mettre en application la structure 4 heures qui, je le rappelle, est baissière. Personnellement, c'est pas mon scénario privilégié, moi je serais plutôt dans l'idée d'une cassure, et je donnerais ici
comme minimum le fait éventuellement de revenir revisiter cette résistance des 27,2. Maintenant, vous comprenez ici que on est dans un contexte où n'importe quelle news peut sortir à un moment donné et vraiment faire dropper le prix. Et là, donc, j'en viens bien entendu à tout ce qui est news, puisque là dernièrement, par exemple, on a eu une news comme quoi potentiellement 12 milliards de fonds de Binance auraient été utilisés, des fonds utilisateurs qui auraient été utilisés pour faire autre chose que ce à quoi ils sont destinés, bien évidemment. Et puis on a bien évidemment le démenti de CZ qui dit que c'est pas du tout vrai, et, quelle est la source, etc., toutes ces choses là. On a pas mal de fake news en ce moment, donc ça je pense pas que ce soit une fake news, en tout cas. Voilà, c'est chez Coindesk, je pense qu'on vérifie un petit peu ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que c'est des mouvements qui sont entre guillemets normaux, ou alors, voilà, je trouve que le démenti est pas extrêmement précis, de dire c'est tout simplement faux. Et puis, au mieux que je sache, Binance avait à peu près 2 milliards en fonds de users. C'est vrai que 12 milliards contre 2 milliards, bon déjà effectivement il y a quelque chose qui cloche, mais voilà, attention à ça bien évidemment. Ce qu'on a vu également aujourd'hui par rapport à cette histoire-là, c'est que Binance est potentiellement en train de dire à ses clients, bon les gars, visiblement on a des gros problèmes sur Binance US, donc du coup qu'est-ce qu'on va faire, attention parce qu'il y a un moment donné où peut-être que vous ne pourrez plus sortir en fiat et à ce stade rentrer en fiat, donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on vous encourage à retirer tout simplement vos USD. Donc toute la partie fiat, on va dire, va être bloquée, c'est-à-dire ils ont des problèmes avec leur banque. Voilà, ce qu'on peut comprendre de ce côté-là, c'est-à-dire que leur banque est en train de leur dire, nous on vous lâche à partir de tel ou tel jour, et apparemment ça serait à partir du 13 juin, et donc ils ont des problèmes pour accéder au système bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système de transfert sur Binance risque d'être mis à mal, de transfert fiat, j'entends. Et donc du coup qu'ils encouragent les gens tout simplement de Binance US, encore une fois on n'est pas sur Binance.com, à retirer leurs fonds, ou en tout cas toute la partie fiat qu'ils veulent retirer avant d'avoir éventuellement ce type de problème là. Personnellement, j'ai beaucoup donné mon avis sur Binance, j'ai beaucoup donné mon avis sur des tas de choses sur cette chaîne. J'ai toujours encouragé les gens à faire attention parce que bien évidemment c'est pas qu'on va dire qu'il y a des choses de louche, que ça a été fait comme FTX, etc. Je pense pas du tout que ça soit le cas. Je pense que CZ est quelqu'un qui en tout cas est quelqu'un de bénéfique pour l'industrie et qui est plutôt en train de construire quelque chose plutôt que d'essayer de scammer autre chose. Mais en l'occurrence, tout le narratif actuel, bien entendu, n'est pas en faveur de Binance. Donc même pour ceux qui sont sur Binance.com, j'aurais tendance à dire essayez de minimiser votre risque sur cette plateforme. Si vraiment vous avez un coin qui représente 0,5% de votre portefeuille dessus et que vous voulez pas ni le transférer ni le vendre parce qu'il n'est pas vraiment disponible sur d'autres exchanges que vous avez, c'est pas trop un problème. Mais bien entendu, n'ayez pas 30% de votre portefeuille sur Binance parce que c'est complètement con. Donc voilà, on est bien d'accord là-dessus. Ensuite, Ethereum contre Bitcoin, très légère dépréciation. Et là, on est toujours sur le 4 heures. Vous voyez qu'on avait passé ici. Finalement, on vient buter sur une résistance qui est ici. Voilà, personnellement, je pense que ça va passer. En l'occurrence, on va rajouter ce niveau-là. Je pense que ça va passer à terme. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas juste en train de revisiter cette traîne qui était très, très propre, là, vous le voyez. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de revisiter et finalement, est-ce qu'on va pas éclater et c'est souvent le cas, cette résistance grâce au temps, c'est-à-dire une compression ici qui se fait comme suit, et puis ensuite on en sort par le haut. Pareil, personnellement, je pense que on va vivre une période où Ethereum va s'apprécier par rapport à BTC. Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment, et il faut comprendre ici que sur l'Ethereum dominance, on est plus sur une résistance. Vous voyez qu'on se fait rejeter à chaque fois, normalement dans ces niveaux-là. Donc, on a un début de cassure ici, retest, mais bien évidemment, il faut ici être clair sur est-ce qu'on peut péter cette résistance et complètement, là, vous allez comprendre un peu l'idée. Grâce à cette trend qui est vieille depuis 2019, est-ce que c'est ça qui va casser ça? Vous comprenez ici, là on a une très jolie trend. Derrière, si on voulait faire une analyse relativement fiable, j'ai envie de dire, on pourrait comparer à la Bitcoin dominance. Ça pourrait être intéressant ici de le faire je dirais que c'est une nouvelle échelle de prix, voilà. Et en l'occurrence, vous voyez que si on regarde un petit peu dans le temps, on a
d'une certaine manière. Bon là malheureusement il nous manque avant 2017, mais avant 2017 bien entendu Bitcoin était extrêmement mieux, il avait quasiment toute la dominance du marché puisqu'on avait assez peu d'alt. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir ici, si je devais vous mettre une droite sur la Bitcoin dominance, on va essayer de le faire proprement quand même. C'est qu'on a effectivement une sorte de déchéance, on va dire, de la Bitcoin dominance, et on a une sorte, pour le moment en tout cas, de montée de l'Ethereum dominance. Si vous voyez, voilà, je pense que c'est plutôt propre, voilà, comme ça. Si on devait choisir ici, voilà, une sorte de trend, je pense que ça serait pas mal là-dessus. Et globalement, donc, ce qu'on peut éventuellement voir là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça va croiser, et quand ça croise, effectivement, bon là, j'ai croisé un peu tôt. Voilà, imaginons qu'on soit quelque part, je sais pas, un peu plus loin. Et bien à ce moment-là, vous aurez, c'est dommage que j'ai pas l'historique bien entendu d'avant. À ce moment-là, vous aurez, on va dire, imaginons que ce soit en 2025-2026, en fait finalement un flipping, c'est-à-dire Ethereum qui passe devant Bitcoin en termes de market cap. Et bien entendu, il faut comprendre ici que tout ça n'est qu'allégation, hein. Je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance, mais quand je vois la tendance, la grande tendance en weekly, etc., c'est plutôt là-dessus qu'on est en train de partir, plus que tout simplement sur le fait qu'on ne casse pas cette résistance sur l'Ethereum dominance et qu'on ne casse pas cette résistance également sur Ethereum contre Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Alors, ici, on est sur l'Ether. Vous voyez qu'il y a une structure qui se dégage, qui est plutôt propre aussi. On va ici tirer les 2000$ jusque là et on va tirer ça jusque là. C'est d'une manière ici la structure que vous pouvez voir éventuellement en vert, qui est une forme de triangle ascendant. D'accord? Ce type de triangle, en général, il est mûr pour casser entre 2 tiers et 80%. Vous voyez qu'on est à peu près dans la zone où il pourrait casser. En général, c'est une figure plutôt bullish qui casse plutôt vers le haut. Et globalement, la target, c'est en fait, c'est plus 1200$, pardon, sur Ethereum. C'est-à-dire que ça nous amènerait à 3200. Vous comprenez qu'ici, ça correspond à peu près à la target également qu'on avait depuis le départ. Si jamais tout ça se met en branle, c'est très bien, c'est super. Ça veut dire que Ethereum est en route effectivement pour les 3200$. Malheureusement ici vous comprenez que c'est toujours la même chose, on ne peut pas anticiper un breakout tant qu'il n'a pas eu lieu. Pour le moment, à chaque fois qu'on a touché ça, on s'est fait rejeter, donc autour des 2000$, et pour le moment comprenez bien également que le contexte n'est pas nécessairement favorable à la crypto, encore une fois, avec le plus gros exchange qui est mis à mal par la législation américaine. Autre chose qu'il faut comprendre ici, c'est par exemple, imaginons que ces aides soient arrêtées. Imaginons qu'il y ait des plaintes qui ne soient pas des plaintes de la SEC, mais qui ne soient pas des plaintes du CFTC, mais qui soient directement des plaintes, par exemple, du Department of Justice. C'est des rumeurs qui courent, comme quoi ça pourrait effectivement être le cas, ça pourrait effectivement être quelque chose qui se met en place. Comprenez bien que ça soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, on va revenir faire un petit tour ici en bas. Si jamais ça se passait, il n'y a pas... On peut pas... Alors, il y a une partie de tout ça qui est dans les prix, hein, c'est plus ou moins tout ce qui est en train de se passer là. Donc il y a une partie qui est dans les prix, mais il faut bien comprendre que si vraiment ça va très loin dans cette histoire de FUD, à ce moment-là, on a quand même des chances de revenir retest, bien évidemment, le bas du triangle pour reprendre du souffle et éventuellement répéter un petit peu plus tard. Cela dit, contexte extrêmement bon. On est le 9 juin, on va avoir un CPI qui va sortir le 13. Le 14, on a un FOMC, donc un meeting de la Fed qui va probablement nous annoncer une baisse des taux. D'ailleurs, quand on regarde plus ou moins la situation sur les marchés, et notamment en l'occurrence sur le SP500, vous voyez que le SP500 il est à 4003, il se porte plutôt bien, il est en train de péter ses précédents plus bas, et on va revenir ici sur le prix. Hop, on va dire que si on regarde un petit peu notre benchmark, d'une certaine manière, alors là je pense que je suis pas dans la bonne time frame, 4 heures. Et là je suis partout en 4 heures, ouais c'est bien, hop. J'ai un petit souci de souris, je sais pas ce que c'est. Le clic droit qui marche pas très bien, c'est un petit peu chiant. Vous voyez ici donc, on est toujours plutôt bien sur ce canal à l'intérieur de S&P, mais vous voyez qu'à l'inverse on a un Bitcoin qui diminue. Donc décorrélation, pas du tout dans le bon sens d'ailleurs même on pourrait dire, entre S&P, donc les marchés. Puisque, en fait, qu'est-ce qui est commun entre S&P et Bitcoin? C'est globalement les taux d'intérêt. J'ai envie de dire, Bitcoin, le chômage, il s'en fout. Est-ce qu'on est en récession ou pas? A priori, il s'en fout. Bitcoin est quand même relativement sensible aux taux d'intérêt. Quand on a des taux d'intérêt qui sont bien évidemment forts, Bitcoin a tendance à ne pas l'apprécier. Quand on a des taux d'intérêt qui vont pivoter,
de la liquidité qui revient sur le marché, à ce moment-là, c'est plutôt apprécié par Bitcoin, bien entendu. Là, on voit qu'on est globalement plus ou moins sur le support. On voit qu'on est effectivement dans une structure qui est baissière et qu'en face, on a une décorrélation. Globalement, je trouve qu'en ce moment, on est plus corrélé au gold même. Vous le voyez ici, la charte du gold, qui ressemble quand même déjà un petit peu plus à ce qu'on voit sur Bitcoin que au S&P. Mais la narration des taux d'intérêt qui est commune et devrait être plutôt bonne, puisque en ce moment, on est effectivement sur un potentiel pivot. Malheureusement, on a tout ce FUD autour, bien évidemment, de la régulation crypto, qui fait que éventuellement, on n'est pas très bien. Attention à ce double bottom ici. Vous comprendrez ici que le dollar est inversé. Sous-entendu, attention à ce double bottom, ça serait plutôt une bonne chose, puisque en fait, ce qu'on regarde, c'est un double top. Je l'ai mis en mode inversé, c'est-à-dire la charte est inversée. Donc en l'occurrence, si on s'apprécie ici vers le haut sur le dollar en mode inversé, encore une fois, eh bien ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le dollar descend. Donc excusez-moi, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est pour garder aussi, vous le voyez ici, la forme cette charte, pour moi, ce dashboard, ce benchmark là, il est fait pour tout simplement voir à quoi on est corrélé un petit peu en un coup d'œil. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis le dollar en mode inversé, puisque la corrélation est inverse. On revient sur Bitcoin et on va faire une analyse un peu plus long terme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en weekly et on va éventuellement aller regarder un petit peu le momentum. Je regarde assez rarement le momentum parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément sur mes trades. Par contre, sur des tendances plus long terme, j'ai tendance à apprécier de le regarder. Ce qu'on peut voir ici, c'est globalement un rejet au 70 de RSI, rejet qui avait déjà eu lieu, vous le voyez ici. D'une certaine manière, ici, vous comprenez que j'ai une dépréciation du prix. Donc là, on regarde au-dessus, mais par contre, que j'ai une appréciation du RSI, puisqu'on est très légèrement au-dessus ici sur le RSI. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une divergence haussière cachée. Donc voilà, c'est pas très propre, sincèrement, on est plutôt à plat sur celui-ci, mais voilà, on peut quand même, c'est suffisamment intéressant pour le regarder. Ce qu'on regarde aussi, c'est le stock. Pour moi, le stock, ici, on avait une divergence haussière, on est sous le prix, là, on regarde sous le prix, un plus bas, alors que le stock, finalement, fait un plus haut. Donc ce mouvement de vente a été moins puissant que celui-là, et qui lui-même, d'une certaine manière, après, se reprend un petit peu. Ce qu'on peut voir aussi, alors du coup, la charte est très chargée, on va peut-être faire comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, également, c'est que... ici, par contre, on a une baissière, sous-entendu, enfin, on est plutôt à plat ici, on n'est pas vraiment baissier, mais en gros, ce mouvement d'achat était moins puissant que celui-là aussi. Donc ça sous-entend, on va peut-être ici latéraliser pendant un certain temps. Ce qu'on peut voir également sur le market cipher, c'est que j'avais un money flow ici qui était vraiment négatif, donc le money flow c'est la rouge, et peut-être qu'on est en train de se calmer, même si là on a quand même une sortie assez puissante. La VWAP ne se rapproche pas du zéro, ça sous-entend que ce mouvement de vente n'est pas terminé, d'accord? En weekly, on a fermé une vague de momentum ici, donc là vous avez une pastille de vente, pastille rouge, et en l'occurrence, nous ce qu'on voudrait c'est que la VWAP continue à se rapprocher du zéro, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait eu là, mais malheureusement c'est pas du tout en train de se faire. Vous voyez qu'on a replongé, la VWAP est en train de s'écarter du zéro. La VWAP c'est la droite jaune. Excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix. J'espère que qu'on entend quand même ce que je dis. Autant pour moi. Donc tout ça est pas très bon en weekly, hein, sincèrement, vous le comprenez. Voilà, en termes de momentum, c'est pas extrêmement joli. Maintenant, on passe sur le daily. Donc même chose sur le daily, on regarde, on voit qu'effectivement ici, j'ai une appréciation du prix, donc là on regarde au-dessus du prix, et j'ai une diminution du RSI, donc tout ça est plus ou moins une divergence baissière qui s'accumule, hein. Deuxième chose, sur le stochastique, on a touché les 100 ici. On pourrait s'attendre éventuellement à ce que le stochastique vienne toucher le 0. S'il ne rebondit pas sur le 50, en général, c'est ce qu'il se passe. Pour le moment, il n'a pas rebondi sur le 50, il est passé en dessous et il vient de se faire rejeter par le 50. Donc ça, c'est plutôt baissier aussi sur le long terme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, à l'inverse, sur le daily, on peut voir que le mouvement de vente ici qui est en train de faire, vous voyez qu'on est peut-être plutôt en bas d'une vague de momentum. On a l'impression même que les deux se rapprochent et qu'on est peut-être en train de la fermer. Si jamais on ferme cette vague de momentum en daily, effectivement, avec cette VWAP qui se rapproche du zéro, ça sous-entend que peut-être ce mouvement est terminé. Et on a ce money flow, par contre, qui est en train de plonger. Ça, c'est pas très très bon. Mais par contre, sur le daily, ce qu'on peut éventuellement dire, c'est on est peut-être à la fin d'un mouvement de
de vente. Et si jamais on clôturait ce mouvement de vente maintenant, en termes de momentum, eh bien à ce moment-là, on aurait une nouvelle divergence haussière ici qui viendrait se mettre en place. Donc depuis le 14 mai, dans cette latéralisation, finalement, on a des ventes qui sont de moins en moins impressionnantes, de moins en moins fortes. Ici, on voit très bien également la décorrélation avec le S&P 500, puisque j'en profite, puisqu'il y a cet indicateur. En tout cas, on est au zéro, c'est-à-dire pas du tout corrélé. Sachant que quand on est en dessous, on est inversement corrélé. Et en l'occurrence, on a eu des grandes périodes où on était plutôt corrélé ici. Voilà, sauf à dire en novembre, je pense que ça c'était les soucis autour de FTX, etc., où là, on avait eu quelque chose d'indépendant du S&P et plutôt de inhérent à la crypto. Mais vous voyez qu'en l'occurrence, on n'est pas du tout corrélé. Vous voyez qu'en l'occurrence également, bon, si on devait mettre en avant, bah du coup, ça me remet les dessins, mais c'est pas grave, cette droite y est déjà. C'est plutôt propre aussi, là, sur le fait que, éventuellement, on peut trouver un point de rebond, là, dans cette zone. Donc, ça nous dirait éventuellement retest des 25,2, pourquoi pas, donc pas forcément casser tout de suite. Et puis, en l'occurrence, revenir taper ici. Personnellement, c'est ce que j'aurais tendance à jouer. Encore une fois, un rebond dans la zone. Maintenant, bien évidemment, s'il y a signe noir, s'il y a effectivement faillite de Binance ou je ne sais quoi, ou vraiment CZ en prison et compagnie, etc., comprenez bien que, bien sûr, ce qu'on va revenir revisiter éventuellement, ça serait plutôt la zone des 20 000 que la zone des 25. Hein. Il faut pas être... il n'y a pas la peine d'être Einstein pour comprendre ce genre de choses. Donc voilà pour cette analyse de momentum un petit peu plus large. J'aime bien regarder moi également la stablecoin dominance. On va plutôt regarder celui-ci. Donc la stablecoin dominance, où est-ce qu'on en est? Hop, hop, hop. Et bien en l'occurrence, on s'est fait rejeter par cette résistance, super propre également au niveau de la traîne qu'on avait mis en avant il y a de ça un bon petit moment aussi. Donc pour le moment, on est sur une structure haussière sur la stablecoin dominance. Vous comprenez que c'est un petit peu le Bitcoin à l'envers, hein, ce qu'on regarde là. On est sur une structure haussière là-dessus. Par contre, la stablecoin dominance, ça prend toute la crypto en même temps, puisque au plus vous avez de stablecoin dominance dans la crypto, au moins les cryptos sont haussières, bien évidemment. Et ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que peut-être qu'on est sur un point de rejet là. Donc moi, ça m'intéresserait de voir ça. Par contre, ce qu'on veut pas forcément voir ici, c'est que cette épaule, tête épaule inversée, eh bien, elle pète en haut. En l'occurrence, qu'est-ce que ça nous dirait, ça? Eh bien, ça nous dirait que la stablecoin dominance va venir faire un tour au-delà de ces 13%. Globalement, excusez-moi, globalement à dominance égale, sous-entendu on reteste cette espèce de barre de résistance ici, si jamais on met en avant bien entendu et qu'on met en application, on va dire, cette fameuse épaule tête épaule inversée sur la stablecoin dominance. Donc en l'occurrence ici, cette target des 14%, comprenez bien que ça nous ramènerait à des niveaux qui sont équivalents à ceux du 11 mars sur Bitcoin, à dominance égale. On va dire que du coup ça peut permettre également, voilà, d'avoir une idée. Et bien le 11 mars on était quelque part par ici, donc on était à 20 000 $, d'accord? Donc, on a les deux scénarios, on est au point pivot, ça fait plusieurs jours que je le dis, soit ça passe et à ce moment-là, ça va être vraiment une jolie poussée, soit ça ne passe pas et à ce moment-là, on part vers une revisite des 20 000 $ probablement. Donc, bien évidemment, ici, l'idée c'est d'avoir une direction préférentielle, donc d'avoir un scénario, quelque chose que vous allez jouer, on va dire, et à l'inverse également, eh bien de se couvrir au niveau du risque, c'est-à-dire ne pas mettre, bien entendu, tout son capital de trading, par exemple, sur tel ou tel scénario. Sous-entendu, par exemple, même si vous êtes sur de l'investissement, eh bien celui qui va vouloir dire je rentre tout à l'heure actuelle ne fait pas une bonne opération, celui qui va se dire j'attends tout pour rentrer aux 20 000 $ ne fait pas nécessairement une bonne opération, enfin celui qui est d'ailleurs dans l'idée qu'on ne perdra pas les 15, puisque vous avez des gens qui disent qu'on peut aller à 12. Hein. Maintenant, c'est pas mon avis, mais bon, pourquoi pas. Tout est possible. Mais en tout cas, voilà, comprenez bien ici que ça veut dire, je vais plutôt prendre des phases de 5% et puis faire ce qu'on appelle un dollar cost averaging, un DCA tout simplement. Donc pour la news, pour moi, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Je crois que j'ai même pas regardé d'ailleurs... j'ai même pas regardé réellement, sauf à dire ces histoires bien évidemment autour de Binance. On va pas forcément, d'ailleurs on va même passer sur la news ici, on va directement aller traiter la liquidité, mais avant ça bien évidemment comme d'habitude la page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors juste, je reviens sur 2 news avant de faire la liquidité. On a eu hier les jobless claims, c'est-à-dire les demandes d'emploi aux États-Unis. On est en augmentation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets, de savoir que le marché du travail se détend un petit peu aux États-Unis. Le risque d'avoir un marché de travail qui était au plein emploi et qui était un peu trop tendu, c'était tout simplement éventuellement eh bien d'avoir une spirale des salaires. Sous-entendu, les salaires augmentent parce que les gens cherchent du monde pour pouvoir travailler pour eux, etc. Et donc du coup, on a cette spirale qui fait que les salaires augmentent et donc du coup les prix augmentent également. Deuxième chose, je pense que c'est une fake news. Je vous mets en pause, je retrouve la news une petite seconde. Donc j'ai pas retrouvé la news, donc je pense vraiment que c'est une fake news, mais on a une news qui tourne comme quoi éventuellement Gary Gensler aurait shorté 2,5 millions de dollars sur Bitcoin avant de faire ces annonces-là. Je pense vraiment que c'est du fake, hein. Quand vous êtes président de la SEC, vous évitez de faire ce genre de conneries, ou en tout cas vous les faites pas d'une manière que ça soit détectable, bien évidemment. Ici, on a également Binance qui dit qu'il y a conflit d'intérêts, c'est-à-dire que le président, on pourrait demander à Gensler de se retirer d'une certaine manière, puisqu'il s'est proposé comme conseiller pour Binance avant sa nomination. Donc, on va dire que Binance ici évoque un conflit d'intérêts de la part de Gary Gensler, donc il demande bien évidemment à ce qu'il se retire. Je pense pas que ça passe non plus, mais bon voilà, on voit ici qu'il y a quand même, ici voilà des choses un petit peu pas correctes, un petit peu bizarres. Également, on en a beaucoup parlé, mais sur Coinbase, cette idée que finalement on introduise Coinbase en bourse et que derrière on leur fasse un procès, alors qu'ils ont rempli tous les formulaires pour pouvoir être une entreprise publique, c'est quand même relativement compliqué à ce stade. 40 millions de liquidations hier, 20 millions sur Bitcoin puis Ethereum, on est à peu près dans la normalité, sous-entendu c'est une petite journée mais on est dans la normalité, la plupart étant des longues, et sauf sur BitMEX et CoinEx où on a du short. Le carnet d'ordre, eh bien...
Alors le carnet d'ordre, vous le voyez, on a touché beaucoup d'ordres à l'achat sur cette descente quand même. Il y avait d'autres ordres qui étaient là mais qui n'ont pas été touchés. Vous le voyez ici sur la remontée, ils avaient été rajoutés juste après cette remontée. Donc voilà, écoutez, on a quand même de l'ordre à l'achat et on a suffisamment, je pense, d'ordre autour des 25 pour pouvoir les tenir pendant un certain temps, en tout cas si on devait y aller. Et à l'inverse, par contre, il va falloir un petit peu de momentum pour traverser ces ordres à la vente, pardon, pour dépasser ce dernier plus haut local qui était au 27,3 et bien évidemment ici venir éventuellement s'affranchir de la résistance que je vous montre déjà depuis désormais une bonne semaine. Sur les leviers, on va faire ça rapidement également. Parce que je suis un peu en galère de voix là. Eh bien on a pris ce niveau de short là qui avait été mis en avant hier. Pas vraiment d'énorme intérêt dans un sens ou dans l'autre, et vous voyez qu'on est plutôt à plat. On va dire que le funding suit à peu près le prix, donc on va rien ajouter pour moi. Voilà, on a juste pris un niveau et c'est tout, mais c'est plutôt calme en ce moment. On se dirige vers un week-end. En ce moment, les week-ends sont relativement calmes également, parce que on n'a pas vraiment d'accès à la liquidité, étant donné que le Silvergate Exchange Network n'existe plus. Donc du coup, là où avant on avait des gros mouvements de liquidation le week-end, ben, en ce moment c'est pas du tout le cas. Ce qu'on peut voir ici sur notre ami Ethereum, c'est qu'on a pris les deux niveaux de short qui avaient été mis en avant ici, et globalement, comment on s'est construit depuis là, à partir du 8 juin, donc du coup, vous le voyez, le funding descend ici, et le prix monte, donc en l'occurrence sur Ether, on a un point de short à venir chercher ici, dorénavant, vous le voyez ici, montée du prix, descente du funding, et puis derrière ça revient un peu plus normal, donc voilà, pas d'autre chose, avec le niveau qu'on avait mis en avant également sur du long a été pris. Est-ce qu'on a été extrêmement longué depuis ce point-là? On va dire que ça reste dans la normalité. Donc oui, on a été longué à partir de ce point-là. Vous voyez, c'est surtout l'augmentation de l'open interest, du nombre de contrats en circulation qui me fait dire ça. Cette augmentation, elle se fait sur une augmentation du funding également. Donc ça veut dire que oui, on a du long. Donc on peut éventuellement, bien entendu, décaler ce point ici. Maintenant, c'est pas une anomalie. On ne le met pas en 2 pixels parce que c'est pas incroyable. Donc bon, malheureusement, vous avez ici les deux bornes, la haute et basse un peu de cette histoire. Mais c'est tout simplement parce que le funding, c'est ce que le funding nous dit tout simplement. Sur la liquidité et les poches de liquidité, j'ai dû Ah oui, putain, j'ai cru que ça enregistrait pas. C'est difficile aujourd'hui, je suis un petit peu malade. Et bien sûr, la liquidité, on a plus de short que de long, un delta qui est plutôt en faveur des longueurs, excusez-moi, on a plus de long que de short, et en l'occurrence, vous voyez ici qu'on est en train d'en bouffer une petite partie, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, ça descend quand même, et on a effectivement ici, ce cumulatif delta suit à peu près le prix, donc pas d'anomalie de ce côté-là non plus, mais comprenez bien ici que ça sous-entend plutôt une action de prix qui serait plutôt baissière, puisque plus de long que de short. Sur Ether, on est à l'équilibrium une nouvelle fois. Donc en l'occurrence ici sur Ether on a la même chose en haut et la même chose en bas, en tout cas sur une time frame de 5 jours. Ici, quand je regarde la 12 heures, on voit qu'on est à peu près autant shorté que longué sur Bitcoin, là pour le coup. Et quand on regarde la 7 minutes, la 7 jours, pardon, et ben en l'occurrence c'est un petit peu toujours la même analyse que d'habitude. Ce qu'on dit c'est qu'il y a une poche à venir prendre au 28,2. Désormais on a beaucoup traîné au 27 et quelques, vous le voyez, donc éventuellement, bon voilà, ça fait une très belle poche de liquidité à venir prendre ici. Par contre, le fait qu'on latéralise beaucoup dans cette zone, on est en train de forcir la zone, bien évidemment, de long qui est en dessous. Donc ça, pour les portefeuilles d'investissement, ça peut nous dire, attention, la question c'est où va partir le prix en premier, est-ce qu'il va aller en haut ou en bas? Globalement, on est quand même plutôt sur un contexte où on a l'impression que le prix va décrocher, en tout cas sur la news. Personnellement, je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir trouvé, et personnellement, je serai encore une fois plutôt à contre-courant sur ma vision des choses actuellement, et j'irai plutôt chercher un rallye de 4 ou 5 jours. Bon, là, on a un week-end entre-temps, mais sur fond de bons CPI, etc. Également, sur la 1 mois, vous voyez qu'on a plus de choses à venir faire aux 24 000 que de choses à venir faire aux 30 000. En tout cas, voilà, c'est l'impression que ça donne quand on regarde attentivement le 1 mois. Sur la 12 heures sur Ether, pour le coup, peut-être un petit peu plus de short que de long, mais vous voyez qu'on en a déjà bouffé une partie. La 7 jours.
Mais l'ordinateur, il est dans le même état que celui qui l'utilise. Et donc, du coup, ici, là, 7 jours, globalement, 2000 $ ou 1007, hein, c'est la même chose que ce qu'on avait dit hier globalement, et la même analyse que Bitcoin, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous le voyez là on était le 7 juin, au fur et à mesure qu'on passe du temps dans cette zone, on rajoute bien entendu de la liquidité. Sous-entendu, ça ce que ça nous fait dire, c'est ça pourrait très bien prendre les deux, c'est-à-dire venir prendre soit plus bas en premier, c'est-à-dire maintenant qu'on a latéralisé un peu trop dans la zone, on peut imaginer une phase baissière, et puis ensuite éventuellement venir prendre le haut, voilà. Mais étant donné qu'on traîne un peu dans cette zone-là, on est en train de se dire que peut-être on peut avoir un mouvement en bas avant d'aller chercher plus haut. Excusez-moi, ça va être mon fiston. Donc voilà un petit peu cette idée. Maintenant qu'on a vraiment passé éventuellement du temps dans la zone, on peut peut-être se dire qu'il y reste une potentialité éventuellement de revenir taper sous cette structure-là une dernière fois avant de repartir. Personnellement, c'est pas mon scénario privilégié encore une fois, mais c'est ce que me dit la liquidité et il faut rester honnête avec ce qu'on voit sur les datas. La liquidité reste plutôt baissière. Sur Ethereum, on est plutôt à l'équilibrium, mais la liquidité sur Bitcoin, on est plutôt en train de placer du long, alors que théoriquement, étant donné la news du moment, etc., tout le monde devrait sauter à pieds joints sur le bouton du short. Maintenant, il y a certainement des gens qui le font, mais en termes de sentiments, c'est pas forcément ici les meilleures dispositions. J'ai pour habitude de terminer sur le scalp, donc les toutes petites time frames. Bon, globalement, on voit ici relativement facilement la 1 heure. C'est hyper propre au niveau de cette traîne, encore une fois. On a la 4 heures ici qui nous pousse en descente et qui peut-être pourrait être fermée bientôt. Sur la 15 minutes, on est haussier, vous le voyez potentiellement. Deux creux plus hauts les uns que les autres, avec 2 sommets plus hauts les uns que les autres. On attendra la validation avec un 3e creux et un 3e sommet. Sous-entendu, là, vous savez que vous avez, entre guillemets, une structure haussière. Et à l'inverse, vous savez également que vous avez une structure haussière au 3e sommet. Donc là, l'idée, c'est de casser, revenir, recasser, pour pouvoir passer au travers. Donc, voilà pour la 15 minutes. On va aller voir la 5. La 5, on est sur une zone un petit peu de latéralisation. Vous voyez que, également... c'est relatif. Alors, pour le coup, oui, on va du coup mettre à jour un petit peu. Ce point-là, qu'on regardait comme étant une résistance en 15 minutes, je pense qu'on peut l'enlever, puisqu'il est perdu dorénavant. On a effectivement closé une 15 minutes au-dessus. Néanmoins, on aurait pu le garder pour avoir un point voilà, de repère. Et maintenant, vous le voyez, c'est le point qu'on avait mis ici en avant, en 15 minutes également, qui ne veut pas, pour le coup, péter. Donc, on temporise sur cette zone. Et encore une fois, également, là, vous avez une jolie chose pour vous aider à prendre des décisions, éventuellement, sur des time frames plus importantes. Ok, donc excusez-moi, du coup mon fils qui faisait du bruit à côté, et voilà, c'est une journée compliquée, tout le monde est malade, tout le monde est à la maison, journée un petit peu difficile pour toute la famille. Bref, voilà un peu l'idée pour moi. On est sur de la petite structure, donc la petite time frame qui est haussière. On est sur de la grande structure qui est baissière, peut-être au croisement de quelque chose, beaucoup de FUD, donc beaucoup de choses qui éventuellement nous disent que ça va baisser. En l'occurrence, moi j'aime bien être contrarien un peu parfois sur la news, donc le contexte est très mauvais en termes de news. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est que la liquidité soit réellement baissière, au sens où là, ça m'aurait dit vraiment, c'est un super endroit pour ici placer du très gros long. Sous-entendu, j'ai un contexte qui est dégueulasse, tout le monde qui appuie sur le short, bouton du short, etc. Donc en l'occurrence, là, j'aurais vraiment eu tendance à me dire, oui, ok, c'est sûr, tous les points sont alignés pour un trade contrariant. Ici, voilà, comprenez bien, pour le coup, je vous ai mis en avant tous les critères de décision, les endroits où vous pouvez prendre une décision. Si vous en avez plus, n'hésitez pas même à les donner en commentaire, voilà, plus ou moins des idées. Il faut que vous ayez votre vision des choses, votre système de trading, je le dis souvent, et votre manière de voir les choses, et une manière qui n'est pas nécessairement la mienne. Voilà en tout cas pour l'idée. Personnellement je reste haussier dans cette structure et personnellement ma direction préférentielle est le long à ce stade. Voilà, cela dit, bien évidemment je prends ici des petits trades, je prends vraiment des trades qui sont en dessous de 10% de mon capital de trading, mais cela dit ça se passe plutôt pas mal pour moi puisque on va dire qu'en tout cas sur les niveaux que je prends, je suis relativement content de mes prises de profit et de mes gains. En l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire en dernière chose ? Voilà, non, c'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, c'était un peu poussif, désolé pour ça, mais c'est la voie
et puis un peu fiévreux aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et c'est une tradition. Et en l'occurrence, la question du jour, elle serait de dire, allez, on vous offre une place pour aller voir n'importe quelle équipe dans n'importe quel stade, que ça soit de la NBA, que ça soit du foot, que ça soit n'importe quel stade. On va rester sur du sport co. Qu'est-ce que vous décidez? Vous avez demain, on vous dit, on t'envoie un ticket pour aller là où tu veux. Quelle est la décision que vous prenez et quel type de match vous allez aller voir sur quel type de sport? Voilà, question à la con. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain et je vous souhaite à tous un très bon week-end pour le coup. On est presque, je pense, sur le week-end, oui, vendredi. Et voilà, portez-vous bien, à très bientôt.